Bonjour à tous. Euh, on va maintenant débuter la deuxième partie de cette rencontre et donc la troisième session du colloque. Je passe pour l'introduction la parole à ma collègue Laure Bourdon. Si le problème de la qualité de la loi se pose dès son élaboration, la mise en application d'une loi de mauvaise qualité constitue sans aucun doute le point d'ancrage de ce débat, tant elle est visible et mesurable par tous. Aussi, après avoir étudié la problématique de la qualité de la loi tant dans son lien avec les citoyens que dans son élaboration, nous vous proposons à présent d'aborder les difficultés posées par une loi de mauvaise qualité dans son application. Nous étudierons plus précisément les problèmes rencontrés par les avocats à travers le témoignage de maître Francis Tedjen. Nous dresserons ensuite un bilan des conséquences économiques d'une mauvaise qualité de la loi, tant pour la sphère publique que pour la sphère privée, à travers l'intervention de Madame Céline Kaufmann. Nous porterons enfin notre regard sur les collectivités territoriales et la complexité des normes, à travers l'intervention de Madame Célia Véraud. Source d'insécurité juridique, une loi imprécise, complexe ou inadaptée produit plusieurs effets auxquels sont confrontés les praticiens du droit. Maître Tedjen, je vous donne la parole. Je voudrais quand même dire que je pense que Guy Carcassonne serait absolument enchanté de voir que des étudiants de vos âges prennent en charge l'organisation d'un colloque de cette nature sur le thème que vous avez choisi. Et j'aime bien cette idée de la permanence de la famille des juristes. Après tout, c'est une manière aussi de dire que la vie continue. Alors il y a des tas de choses très importantes qui ont été dites et moi je vais dire des choses très moyennes, quoi. Voilà, des petites choses. Des petites choses. D'abord, je vais complètement évacuer tout ce qui concerne la loi d'émotion. C'est-à-dire la loi que Philippe Houillon qualifiait de loi tract. Je crois qu'en effet, si la loi consiste à répondre à une émotion, ce n'est pas une loi, c'est un mode de communication politique qui est d'ailleurs assez navrant parce qu'il n'est même pas slogan. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt, y compris de communication probablement. Non, ce qui va m'intéresser, et alors ça peut paraître un peu vraiment le petit bout de la lorgnette, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la loi de procédure, figurez-vous. Ce qui va le plus m'intéresser, c'est la qualité de la loi de procédure. Parce qu'on débat beaucoup, on parle beaucoup des lois de fond. Cette loi est bonne ou mauvaise, cette loi exprime telle ou telle idée politique. Mais dans le fond, quelle que soit la qualité bonne ou mauvaise de la loi de fond, ce qui est le plus important pour les citoyens, c'est l'exercice de leurs droits. Et en général, l'exercice de leurs droits passe soit par une bonne compréhension de la loi, dans le fond ça ne leur sert pas à grand-chose, mais en tout cas par une bonne faculté de l'exercer, le cas échéant, via les tribunaux. Et si la loi de procédure est de mauvaise qualité, alors on va avoir un double inconvénient. Mauvaise loi de fond, plus difficulté de la faire appliquer, fût-elle mauvaise. Et on se rend compte à cet instant qu'en effet, un principe absolument fondateur de la démocratie qui est le droit de l'accès au tribunal est un principe qui est vide de sens. Et donc voilà, je voudrais quelques instants avec vous m'intéresser à ce petit sujet. Alors en matière de loi de procédure comme en matière de loi de fond, elle a à peu près toutes les qualités et quelques-uns des défauts que nous avons vus. Par exemple, elle est d'une effroyable complexité. Je suis actuellement dans un procès assez amusant, je dois dire. Ça fait juste 3 ans et demi qu'on s'interroge sur la communication d'une pièce. La Cour de cassation a été saisie. Nous étions donc devant le tribunal de commerce, nous sommes allés devant la Cour d'appel, nous avons saisi la Cour de cassation, nous sommes à nouveau devant la Cour d'appel, nous allons revenir devant le tribunal sur la communication d'une pièce. Est-ce qu'un CD-ROM est considéré comme étant une pièce convenable au regard du fond du procès qui nous occupe? Vous voyez l'importance de l'enjeu. 3 ans et demi. Peut-être quelqu'un parlera d'économie tout à l'heure. Si je vous parlais des honoraires relatifs à ce petit débat sur la qualité de ce CD-ROM, vous seriez intéressé. Imprévisibilité. Alors vous êtes confronté à... Vous pensez qu'il y a quelque chose à voir avec quelque chose qui a à voir avec quelque chose de pas bien des initiés. Dites-moi, vous êtes dans un manquement ou dans un délit?
Parce que si vous êtes dans un manquement, vous êtes à la commission des sanctions de l'AMF. Si vous êtes dans un délit, vous êtes devant le tribunal. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais vous remarquerez que si vous lisez les textes, le manquement et le délit, c'est rigoureusement la même chose, à part l'intention. Mais un manquement d'initié sans intention frauduleuse, c'est aussi aberrant, j'imagine, qu'un délit d'initié qui n'en aurait pas plus. Pensez quelques instants à l'inaccessibilité ou l'incompréhensibilité. Tiens, par exemple, le délai de prescription, c'est pas intéressant. Vous voyez, quand on passe des heures et des heures et des heures à s'interroger sur prescrit ou pas prescrit. Prescrit, c'est rien. Mais prescrit ou pas prescrit, c'est une vraie question. Ensuite, vous vous demandez devant quel tribunal. Quand vous êtes devant le tribunal, tiens, devant quelle section? Si vous êtes devant le conseil de prud'homme et que vous saisissez les activités diverses, je n'y connais rien, donc je peux en parler savamment, que vous saisissez les activités diverses alors que c'est l'encadrement, vous êtes cuit. Vous avez juste perdu un an. Donc on a quand même un vrai problème qui est un problème de comment peut-on s'assurer que l'on peut comprendre la loi de procédure. La Cour européenne des droits de l'homme avait assez habilement résolu la question en disant, après tout, les professionnels peuvent tout à fait se débrouiller, puisque entre deux voies de droit possibles, ils doivent choisir la plus simple. Et on se souvient d'une affaire dans laquelle une malheureuse Irlandaise avait vu son action paralysée et en réalité perdue puisque prescrite, son avocat ayant choisi la mauvaise loi de procédure. Mais les avocats sont pas plus des ânes que les autres, un peu plus, mais en tout cas pas tellement plus que ça, si bien que, si vraiment c'est difficile à comprendre, il y a un vrai sujet. Alors qu'est-ce que dans le fond on pourrait chercher à faire pour essayer d'améliorer les lois de procédure, en tout cas essayer d'abord de voir pourquoi ça ne fonctionne pas très bien. Je crois que je vais être en désaccord un peu avec mon ami Loïc Dussault. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi, dans le fond, les lois de procédure ne sont jamais le centre des passions. Ça ne sortira pas d'ici, les lois de procédure, tout le monde s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, sauf que c'est le cœur du réacteur, pour le coup. Et il faudrait peut-être qu'ensemble, on s'interroge sur le sérieux qu'il y a à regarder les lois de procédure. Et que, dans le fond, ce qui doit dicter notre comportement pour ériger une loi de procédure, ce n'est pas le confort des uns ou des autres. C'est l'efficacité de la loi de procédure au service du justiciable. Ça, c'est le seul bon critère. L'encombrement des tribunaux, la facilité aucun intérêt. Le seul bon critère, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace pour le justiciable. Alors là, les praticiens ont une responsabilité majeure. D'abord, je suis absolument fasciné par la résistance des praticiens aux nouveaux textes. Et là, l'histoire est quasiment comique. Un nouveau projet arrive sur le tapis. Les premiers à protester sont les juristes, que non pas jamais c'est horrible, ah, vous n'imaginez pas. J'observe d'ailleurs avec beaucoup d'amusement que ceux qui sont les principaux turiféraires du nouveau projet sont ceux qui donc défendent le projet actuel et qui, lorsque le projet actuel était avant un nouveau projet, étaient les principaux turiféraires de ce nouveau projet. Il y a une résistance des juristes à la nouveauté. Voilà, les juristes sont conservateurs. Les juristes sont conservateurs, c'est pas bien de leur part, c'est pour ça que la loi est toujours un peu en retard. Heureusement que la société, elle, est plutôt progressiste. Et on voyait d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un exemple absolument lumineux du caractère évident de ce que je viens de dire. Le second point, c'est que je pense que les praticiens ont du mal à participer au processus d'élaboration de la loi. D'abord parce qu'ils n'aiment pas la modification de la loi. Mais quand bien même ils l'aiment, comme toi, mon cher Loïc, j'observe quand même que, par exemple, du côté des avocats, il y a une difficulté d'expression collective. Il est quand même tout à fait singulier que le barreau qui a cette intelligence lumineuse, cette compréhension de la loi, cette capacité de comprendre les choses et après tout d'être utile, s'exprime par des voix divergentes. La conférence des bâtonniers, le barreau de Paris, le Conseil national des barreaux, tel syndicat, tel autre. Bref, une espèce de cacophonie qui, je l'imagine, fait bien l'affaire des pouvoirs publics. Car il n'y a rien de mieux
que d'entendre une cacophonie pour ne rien entendre du tout, qui n'entend rien, ne comprend rien, qui ne comprend rien, ne fait rien. Et par conséquent, je pense que nous avons à regarder chez nous comment faire pour que, par exemple, les propos des avocats sur l'amélioration de la qualité de la loi de procédure puissent se faire entendre. J'observe un peu la même chose du côté des magistrats. En tout cas, des magistrats que je connais le mieux, c'est-à-dire les magistrats de l'ordre judiciaire. Je constate que, à part ceux nombreux qui sont à la chancellerie, car le ministre de la Justice est entouré de magistrats, ce qui évidemment donne de l'équilibre des acteurs du monde judiciaire une image un peu particulière. À part cela, il s'exprime peu. Et lorsqu'il s'exprime, il me semble que la parole des syndicats de magistrats, par exemple, est d'abord dominée par des a priori idéologiques, il me semble. Ou alors j'ai rien compris, mais quand même très souvent je le remarque. Je remarque que, par exemple, dans un certain nombre d'hypothèses, la bataille entre le syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats n'est pas une bataille technique. C'est d'abord une bataille idéologique ou politique. Tenez, regardez, tiens, simplement. Lors de dépaysement de l'affaire Bettencourt, qu'avons-nous vu? On a vu un syndicat qui soutenait plutôt les magistrats du siège, l'USM qui soutenait plutôt Prévost-Després, et on a vu l'ESM qui pensait que le Philippe Courat était un abominable type de droite. Qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Tout le monde voulait le dépaysement, voilà. Tout ça ne fait pas une amélioration de la loi, tout ça ne fait pas une amélioration des pratiques, et tout ça ne donne pas une belle image de la justice de mon point de vue. Alors même que, curieusement, tous ces gens réfléchissent beaucoup et plutôt pas mal. Je pense à un garçon comme Antoine Garapon, à l'Institut de hautes études judiciaires, je trouve que le travail qu'il fait est tout à fait remarquable. Je pense à l'Association des historiens du droit. Je pense à un certain nombre de colloques ici, mais aussi à la Cour de cassation. Je pense à des colloques organisés par des syndicats d'avocats. Je vois bien qu'il y a là, chez les praticiens du droit, une vraie capacité de réfléchir sur l'intelligence de la loi et sur le lien qu'il convient de faire entre l'intelligence de la loi et son applicabilité. Et je vois que ceux-là, on ne les voit pas vraiment dans les processus d'élaboration de la loi. Peut-être faut-il y réfléchir. Second point, je crois qu'en effet, on ne peut pas sérieusement parler de la loi en la figeant comme étant un objet froid, ça a été dit tout à l'heure et je trouve que c'est très joli, la loi est vraiment vivante, et comme étant simplement un objet législatif. La loi, c'est aussi, le Conseil constitutionnel le dit, la constitutionnalité de la loi, ça se regarde aussi à travers l'interprétation jurisprudentielle qu'on en mène. Et par conséquent, une des questions sur la qualité de la loi, c'est aussi une des questions sur notre jurisprudence. Et la question de la jurisprudence, c'est une question qui est évidemment lourde et importante. Est-ce que nous pensons que nos juges sont autre chose que la bouche de la loi, pour reprendre l'expression de Montesquieu? Évidemment, oui. Ils sont des fabricants de normes. Parce que, comme Philippe Houillon le disait tout à l'heure, le monde va vite, le monde bouge. Et la loi ne peut pas rester cet objet figé. Tenez, pas un exemple extraordinairement simple. La question de l'état civil des transsexuels, examinée par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une vraie question. Un transsexuel vient dire j'ai une apparence, par exemple, d'une femme, et lorsque je suis à la sécurité sociale, on m'appelle Robert. C'est inacceptable. C'est évidemment inacceptable. Il est absolument clair que la loi ne l'a pas prévu. La Convention européenne non plus d'ailleurs. Heureusement, la jurisprudence de la Cour l'a prévu. Et donc, vous voyez qu'on a nécessairement un travail à la fois du législateur, mais aussi du juge, et par conséquent, par exemple, des avocats, sur comment faire pour que tout cela aille mieux, car à la fin de la journée, on a quand même la jurisprudence qu'on mérite. Si les avocats sont nuls et posent des questions stupides aux juges, les juges répondront à des mauvaises questions. Et donc, il me semble qu'on a là une vraie difficulté qui va peut-être un tout petit peu au-delà du thème de ce colloque. La responsabilité, on est sûrement pour partie au législateur, mais je pense qu'on a une responsabilité collective dans le monde des juristes. Et je vais vous dire quelque chose qui m'importe beaucoup et qu'on entend rarement. Je trouve que nous, juristes, on n'est pas assez attentifs à ce que sont les utilisateurs du droit. Il faudrait quand même qu'on centre notre vie et notre travail sur « mais que vont-ils en faire ?» Nous ne sommes pas là pour créer des systèmes incompréhensibles.
Nous ne sommes pas là, contrairement à ce qui était tout à l'heure. J'ai entendu les avocats sont heureux de l'obscurité de la loi, mais certainement pas. Certainement pas. Pas heureux de l'obscurité de la loi, parce que je ne suis pas plus, pas moins saisi que la loi s'éclaire ou obscure, mais surtout quand elle est obscure, j'ai l'air d'un âne. Parce que moi-même, je n'y comprends rien. Si elle était claire, ce serait plus facile. Non, je pense que nous devrions ensemble nous dire, voilà, acceptons l'idée que la loi est un instrument absolument majeur de la démocratie. Un instrument majeur de la démocratie. Et que tous ceux qui y participent, au plan de l'élaboration, au plan de la fabrication et de la rédaction, au plan de l'application et du suivi, posons-nous une seule question. Est-ce que cette loi est efficace pour celui qui va en avoir besoin? Si oui, laissons-la. Si on se rend compte qu'elle n'est pas efficace, par les moyens d'évaluation, par les moyens d'obsolescence, par tous les moyens possibles, alors vous savez ce qu'on va faire? Il suffit de l'oublier, cette loi. Il suffit de l'arrêter, il suffit de l'abolir. Elle ne sert à rien. Si elle ne sert à rien, ne nous encombrons pas d'elle. Et soyons aussi, si vous le voulez bien, attentifs aux lois de procédure. Merci de votre attention. Maître Tedjen, je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de ce thème, c'est-à-dire les conséquences économiques engendrées par une loi de mauvaise qualité. Nous avons l'honneur d'écouter Madame Céline Kaufmann, économiste au sein de la direction de la politique réglementaire de l'OCDE. Madame Kaufmann, je vous cède la parole. Je vous remercie de cette invitation. Je suis moi aussi très impressionnée par la panoplie d'expertise que vous avez réussi à rassembler autour de la table. Je suis effectivement économiste à l'OCDE au sein de la division de la politique réglementaire. J'espère ne pas vous décevoir lors de la présentation car, comme vous le verrez, il y a quelques difficultés pour avoir une approche économique de la question, notamment une difficulté d'information et de données fiables. Le débat sur les lois issues de l'Union européenne de tout à l'heure était assez emblématique de cette question-là. Nos chiffres à nous disent qu'en gros, 50% des lois sont issues, ont une origine européenne. Et le chiffre de 80% est probablement à voir plutôt du côté du domaine environnemental, où effectivement, qui est un domaine où l'Union européenne a une large prééminence dans l'élaboration des lois et la transposition dans les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que fait la division de la politique réglementaire au sein de l'OCDE? Elle a pour mandat de servir le comité de la politique réglementaire. Ce comité de la politique réglementaire est en fait l'ensemble des représentants des pays de l'OCDE, de divers ministères, que ce soit le Premier ministère ou le ministère de l'économie ou des finances, et qui sont des ministères en charge d'une bonne gouvernance réglementaire, d'une bonne politique réglementaire au sein de leur pays. Et ce que nous faisons au sein du secrétariat, c'est de développer des outils en appui donc au pouvoir exécutif, à ces ministères, pour améliorer la gouvernance réglementaire. En plus de cela, et qui typiquement ont la forme de ces recommandations qui sont disponibles sur notre site. En plus de cela, nous effectuons des revues des pays. La dernière revue de la France date de 2009, qui nous permettent d'avoir une sorte d'évaluation largement qualitative du système réglementaire en place et d'émettre quelques recommandations. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous donner quelques messages issus de ce travail et donc d'une perspective éminemment internationale, puisqu'il rassemble tous les pays de l'OCDE, sur qu'est-ce qu'une bonne politique réglementaire, comment améliorer la qualité du système réglementaire. Et ces messages, en gros, je les ai structurés autour de 3 messages clés. Le premier message clé, c'est qu'il est possible d'atteindre les objectifs des politiques, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux, à un coût moindre en légiférant mieux, en améliorant la qualité du système réglementaire. Et l'accent est mis éminemment sur la qualité du système réglementaire et non pas seulement sur la quantité des lois. Qu'est-ce que cela demande? Cela demande une vision stratégique et globale du cycle de la gouvernance réglementaire. Et cette vision globale, pour nous, a 3 dimensions, les pays de l'OCDE qui travaillent avec nous, a 3 dimensions. La première dimension, c'est ne pas simplement regarder le stock des lois et des réglementations, mais aussi le flux.
puisque s'attaquer soit au stock, soit au flux ne résout pas la question in fine de l'inflation législative. La deuxième dimension, qui est très importante pour cette discussion d'aujourd'hui, c'est d'avoir une perspective globale de la production des lois, de l'élaboration des lois jusqu'à leur mise en œuvre. Et pour nous, finalement, la mise en œuvre et l'application des lois devraient presque, en tout cas, la prise en considération de l'application des lois devrait presque venir en premier avant même l'élaboration des lois. Donc typiquement, dans un colloque comme aujourd'hui, d'inverser les deux sessions et d'avoir la session sur l'application des lois avant d'avoir la session sur l'élaboration des lois. Et le troisième aspect de vision stratégique, c'est d'avoir une approche qui n'est pas simplement en termes de qualité juridique, législative du texte, mais avoir une approche en termes d'impact sur la société, que ces impacts soient économiques, sociaux ou environnementaux. Et comment cela s'est traduit très concrètement dans les pays de l'OCDE? Ça s'est traduit par la mise en place d'un arsenal institutionnel pour vérifier à un haut niveau la qualité du système réglementaire, de la gouvernance réglementaire, et ça s'est traduit par le développement d'un certain nombre d'outils en appui à cette qualité réglementaire, dont l'un a été largement mentionné aujourd'hui, qui est l'étude d'impact des lois, et sur lequel je reviendrai. Je voulais aujourd'hui, sur ces 3 messages clés, aborder 4 points particuliers. Le premier point, c'est revenir sur la question, effectivement, des coûts de la réglementation. Le deuxième point, c'est de regarder un peu les bonnes pratiques que les pays ont pu développer pour cette architecture institutionnelle qui permet la bonne gouvernance réglementaire. Le troisième point, c'est de regarder les outils d'une bonne gestion réglementaire et en particulier les études d'impact. Et le dernier point, c'est de regarder le rôle particulier du Parlement dans ce cycle de gouvernance réglementaire. Tout ça très vite, juste pour vous donner un panorama de ce que les pays de l'OCDE font dans ces domaines-là. Le coût de la réglementation. Étant économiste, on m'a demandé juste de parler du coût d'une mauvaise réglementation. Sur ce point-là, la question n'est pas la question du coût absolu de la réglementation, puisque la réglementation, la loi, les normes ont pour vocation d'atteindre des objectifs de politique publique. Et donc, la question pour un économiste à se poser, c'est le coût de cette réglementation, de cette norme, au regard des bénéfices attendus. Et c'est là où il y a une grande difficulté, notamment pour collecter les informations et les données chiffrées sur quel va être le bénéfice attendu de la réglementation et de la loi. Et jusqu'à présent, les pays de l'OCDE, en abordant ces questions-là, se sont largement basés sur des simulations, des estimations, notamment des bénéfices attendus des programmes de simplification administrative, parce que c'est finalement la chose la plus aisée à faire pour arriver à une estimation des bénéfices et des coûts. Et donc sur ça, il y a un certain nombre d'exemples. Les organisateurs ont bien voulu insérer la présentation que je vous fais dans le dossier. Vous trouverez donc un certain nombre d'exemples, notamment de la Belgique, de la Suède et des Pays-Bas, sur l'estimation des bénéfices de ces programmes de simplification administrative. L'autre effort qui a été fait pour estimer les coûts et les bénéfices l'a été fait à un niveau très macroéconomique, et c'est typiquement dans notre département économique qu'il a été regardé quels pourraient être les gains attendus au niveau macroéconomique d'une simplification et d'une amélioration de la réglementation sur le marché du produit et du travail. Et il a été estimé globalement, en moyenne, pour les pays de l'OCDE, que ça pourrait amener à 5-10% du PIB, du PIB, sur 10 ans, du produit intérieur brut sur 10 ans. Ça reste à très haut niveau. Et dans ce domaine-là, il manque toujours des données précises et de l'information à la fois quantitative mais aussi qualitative sur très concrètement les bénéfices attendus et les coûts attendus d'une réglementation particulière. L'aspect quantitatif de la présentation va s'arrêter là, notamment parce qu'il y a ce manque de données assez frappant. Ce que je voulais faire maintenant, c'est vous faire un panorama très rapide de comment s'est concrétisé dans les pays de l'OCDE cette mise en place d'une architecture institutionnelle pour améliorer la gouvernance réglementaire. Pour assurer l'efficacité de la politique réglementaire,
les ingrédients sont relativement connus, en tout cas les principes de haut niveau. C'est un soutien des hautes instances politiques et notamment une position stratégique de la politique réglementaire au centre du gouvernement pour permettre la cohérence de l'action et des moyens et des marges de manœuvre. Alors cela s'est concrétisé dans les pays de l'OCDE, typiquement par la mise en place d'un organisme de supervision au centre du gouvernement. Alors typiquement, et les premiers à le faire ont été les États-Unis, par le biais de ce qui s'appelle OIRA et qui est le Office of Information and Regulatory Affairs et qui a été placé au centre de OMB, le Office of Management and Budget. Ça date des années 90, mais depuis, en fait, ce que l'on peut voir au sein des pays de l'OCDE, c'est que cette pratique s'est généralisée et qu'aujourd'hui, on compte une grande majorité de pays qui ont cet organisme de supervision de la qualité réglementaire au centre du gouvernement. Ce que l'on voit et ce qui est beaucoup plus récent au sein des pays de l'OCDE, c'est une tendance au développement d'autorités de contrôle de la politique réglementaire qui est indépendante de l'exécutif. Un exemple de ça, c'est ce qui se passe en Allemagne par le biais du Conseil de contrôle réglementaire qui a été établi en 2006 et qui reçoit les projets de loi des ministères et détermine si l'évaluation des coûts et le choix des mesures est approprié à l'action publique à mettre en œuvre. Finalement, juste un dernier point sur cet arsenal institutionnel que l'on voit se mettre en place dans les pays de l'OCDE, c'est l'exemple de la Productivity Commission en Australie, qui est un organisme sous mandat du gouvernement, mais indépendant, et qui est chargé de développer de l'analyse, des données, des recommandations stratégiques sur la politique réglementaire de façon indépendante, mais sous mandat du gouvernement. Alors, en plus de cet arsenal institutionnel qui se développe dans les pays, depuis une vingtaine d'années, les pays se sont dotés aussi d'outils de gestion réglementaire, dont celui dont on a largement parlé aujourd'hui, qui est l'étude d'impact exemptée des projets de loi et des nouvelles réglementations. Alors nous, ce que l'on peut voir, parce qu'on essaye de faire un suivi systématique de l'adoption de cette pratique-là, c'est que si cette pratique a été adoptée dans l'ensemble des pays de l'OCDE, ça reste quand même largement un exercice formel dans la plupart des pays de l'OCDE. Et pour donner une illustration de ce fait, la moitié des pays de l'OCDE seulement vérifient que les études d'impact sont développées réellement en conformité avec les critères établis pour ces études d'impact. C'est un point qui montre que seulement la moitié des pays, finalement, regardent de façon très consciencieuse comment ces études d'impact sont réalisées. Et seule une poignée de pays évalue le succès des études d'impact à faire évoluer les projets de loi. Un exemple, c'est la Corée, qui, pour 2004, a pu dire à peu près un tiers des projets de loi ont évolué, ont été modifiés à la suite d'études d'impact. Mais cette pratique-là reste encore largement minoritaire au sein des pays de l'OCDE. Alors, très rapidement, les principes des études d'impact, d'une bonne étude d'impact, en tout cas, sont assez connus aussi. Ça inclut une approche proportionnelle. Évidemment, vous n'allez pas faire la même étude d'impact pour un projet de loi qui a un très fort impact économique, que ce soit en termes de coûts ou de bénéfices. Là encore, les pratiques des pays de l'OCDE diffèrent, mais en gros, la pratique dominante, c'est d'établir un seuil au-delà duquel l'étude d'impact sera une étude détaillée, en dessous duquel cette étude d'impact peut être simplifiée. Le deuxième grand principe pour les études d'impact, c'est d'avoir une approche sérieuse des alternatives à la loi, à la réglementation. Quelles sont ces alternatives-là et qu'apporterait une loi, une réglementation par rapport à ces alternatives-là? Et donc ça signifie évidemment que l'étude d'impact se fasse largement en amont du processus pour permettre un changement de cap si possible. Et le dernier principe important pour les études d'impact, en tout cas dans les bonnes pratiques développées par les pays de l'OCDE, c'est la prise en compte la prise en compte de la mise en œuvre de cette loi dès la production réglementaire. Et dans ce domaine-là, les Pays-Bas ont été assez précurseurs en intégrant dès les analyses d'impact des critères qui intégraient la mise en œuvre de la loi.
des critères qui sont ensuite utilisés lors de l'application de la loi pour vérifier que la loi a bien atteint ses objectifs. Madame Kaufmann, je vais vous demander de bien vouloir conclure, s'il vous plaît. Alors finalement, juste pour le rôle du Parlement dans ces questions-là, ce que l'on a pu voir, et je voudrais renforcer ce que vous avez dit précédemment, c'est qu'il y a une vision assez divergente des parlements au sein des pays de l'OCDE sur le rôle que ces parlements peuvent avoir. Il y a en gros 2 rôles que le Parlement peut avoir. Un rôle important pour s'assurer de la qualité des études d'impact et un rôle important pour ce que l'on appelle l'évaluation ex post de l'application des lois. Or, il y a des pays où ce rôle du Parlement, non pas dans le légiférer, mais dans l'évaluation, a plus d'ampleur qu'en France. Alors, on a cité le cas du Royaume-Uni, qui effectivement a ce qui s'appelle une scrutiny unit, qui a pour mandat non seulement de faire une revue des projets de loi, mais aussi intervient dans l'évaluation ex post des projets de loi. Pour ce faire, ils ont un staff du personnel d'environ 18, une vingtaine de personnes, et qui a pour obligation d'être impartial dans ce rôle-là. Le modèle d'évaluation du rôle que le Parlement peut avoir dans cette évaluation, il n'y a pas de modèle optimal, et vous avez des possibilités différentes en fonction des différents pays de l'OCDE. Il y a le cas de l'unité de contrôle parlementaire de l'administration en Suisse qui a été établie dès 1991. Vous avez une unité d'évaluation et de recherche qui a été établie en Suède dès 2002 et qui divergent dans leur organisation interne. La grande leçon que l'on peut tirer de ces expériences là, c'est de toute façon, le Parlement n'aura jamais les ressources suffisantes pour internaliser tout ce qui est ces procédures d'évaluation, soit ex post, soit ex ante. Et que dans tous les cas, le partenariat avec des unités de recherche, des consultants externes, s'est montré un partenariat important pour pouvoir mener toutes les analyses et les recherches suffisantes. Je voudrais juste terminer cette présentation en rappelant de nouveau l'importance de collecter de l'information et des données dans ce contexte-là qui permettent effectivement de baser les évaluations et de baser la performance de la politique réglementaire et sa performance à pouvoir faire améliorer la production réglementaire. Aujourd'hui, nous manquons crucialement de données et d'informations, ce qui nous empêche de pouvoir faire des comparaisons qui pourraient être bénéfiques entre les pays. Merci. Pour clore cette troisième session, nous allons maintenant aborder la question de l'inflation normative dans les collectivités territoriales. Les États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat le 5 octobre dernier ont souligné la nécessité d'alléger les normes qui s'appliquent aux collectivités territoriales. Pour illustrer ce thème, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Célia Véraud, directrice adjointe au secrétariat général du gouvernement en charge de la simplification du droit. Madame Véraud, je vous donne la parole. Je vais donc vous donner quelques éclairages sur le sujet de la complexité du droit, et notamment en ce qui concerne les collectivités territoriales. Mais bien évidemment, le constat en fait concerne l'ensemble des utilisateurs du droit, aussi bien les collectivités que les entreprises, le grand public ou même les administrations elles-mêmes, qui sont à la fois productrices et victimes de la complexité. Alors, ce faisant, je vais reprendre, vous allez m'en excuser, certaines des idées qui ont été évoquées par Céline Kaufmann, ce qui prouve que ce qui est mis en œuvre en France rejoint les constats qui sont faits par l'OCDE. Alors, tout d'abord, la complexité du droit, ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle, puisque le constat avait été posé par le Conseil d'État en 1991 et qu'on peut faire remonter les premières mesures de simplification aux années 70. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans la période actuelle ? Je crois que c'est le fait que ce sujet, finalement, a été inscrit à l'agenda politique, et c'est bien par l'action des élus locaux et de la représentation nationale que ce sujet est devenu un véritable enjeu politique. Alors, pourquoi ? Parce qu'un certain nombre des parlementaires ont travaillé sur des propositions de loi, que la commission centrale d'évaluation des normes, la commission consultative d'évaluation des normes a été créée, que son action a connu une certaine publicité et qu'une proposition de loi actuellement vise à son renforcement.
mais aussi parce que la protestation des élus locaux sur un certain nombre de textes, qui a créé un certain mouvement pour la simplification, est aujourd'hui reprise par les entreprises, et que ces protestations ont été entendues par l'exécutif, qui a appelé à ce qu'on nomme actuellement le choc de simplification. Alors pourquoi le sujet est politique et pourquoi il est bon qu'il en soit ainsi? C'est parce que, contrairement à une idée préconçue, notamment dans les administrations, la simplification n'est pas un sujet technique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de la lisibilité de la loi ou de la suppression de quelques textes absurdes. Le droit est complexe parce qu'il est, comme l'enfer, pavé de bonnes intentions. Ce qui nous menace, ce ne sont pas les normes absurdes. Évidemment, il y en a certaines et il est parfois bon de les évoquer parce que ça frappe l'esprit. Mais en fait, le fond du problème, c'est plutôt les dispositifs qui pêcheraient par excès de perfection, qui voudraient tout prévoir ou qui multiplieraient les dérogations en voulant contenter tous les groupes d'intérêt. Alors, je voudrais prendre un exemple très concret. L'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, qui porte dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les 2 ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité qui indique les moyens budgétaires et en personnel dont elle dispose. On aurait pu penser que pour l'application de cette loi, 2 chiffres auraient été nécessaires. 1, le budget, 2, les effectifs. En fait, un arrêté liste 9 pages d'items qui doivent figurer dans ce rapport au CTP. Alors, ce texte a été simplifié à la suite d'une intervention l'année dernière du secrétariat général du gouvernement. Et le ministère chargé de la décentralisation a engagé un travail de peignage qui a conduit à supprimer un certain nombre d'informations. Et dans le même temps, l'application de législation nouvelle a conduit à réintroduire de nouvelles catégories. Par exemple, dans toutes les rubriques, on doit distinguer selon le sexe. Donc, ce texte, qui est très intéressant parce que ces informations sont utiles pour le dialogue social, est en même temps très représentatif de ce souci de bien faire qui, dans certains cas, pêche par excès ou en tout cas pose la question de la proportionnalité de la réglementation aux objectifs poursuivis. Proportionnalité, c'est un mot important pour les parlementaires, pour les élus locaux et dont on reparlera. Donc il me semble que le sujet est bien politique parce qu'il s'agit en fait d'arbitrer entre des intérêts qui sont tous légitimes. Et ça conduit aussi à reposer la question du rôle de la loi et des administrations. Doivent-elles tout contrôler, tout réguler? Aujourd'hui, nous sommes en période de crise économique. Les marges de manœuvre budgétaires sont rares. Cela nous met au pied du mur. Ça crée une certaine urgence à simplifier et à se poser ces questions qui sont difficiles. Alors, comment peut-on faire? Quelques indications sur la manière dont le secrétariat général du gouvernement, pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, procède aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est qu'il faut travailler dans la durée. Certes, le gouvernement a demandé à toutes les administrations de prendre des mesures immédiates. Il y a eu notamment en discussion il y a quelques jours à l'Assemblée nationale un projet de loi d'habilitation à prendre des mesures d'urgence en matière de logement. Car il y a certaines procédures qu'il faut débloquer dans l'urgence et il faut aussi convaincre de la volonté actuelle de simplifier. Mais l'essentiel, c'est de demander aux différents ministères de conduire des chantiers de simplification. Car nous savons bien que sur les sujets les plus complexes, il faut un travail de fond, il faut refondre certaines législations. Et donc, il faut travailler en conduisant des véritables chantiers, c'est-à-dire en définissant des plans d'action avec des échéances, des moyens et des conditions opérationnelles de succès. Car il faut savoir comment toutes ces nouvelles règles simplifiées vont se traduire sur le terrain. Un des exemples de bonne méthode est offert là encore par le ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement. C'est le fait d'avoir décidé un moratoire des normes de construction, moratoire de 2 ans, pendant lequel les normes ne seront pas modifiées. Et dans le même temps, on conduira une évaluation de ces normes, évaluation de leur rapport coût-bénéfice, afin de les simplifier. Donc ça, c'est une méthode intelligente. Deuxième point, c'est de définir des priorités, car on ne va pas simplifier l'ensemble du droit français. Donc, appliquer la loi du 80-20, si on peut dire, puisque tout le monde sait bien que 20% des législations créent 80% des problèmes. Autrement dit qu'il y a des nœuds de complexité qui sont constitués en général par la superposition de législations.
Alors, on a certains types de projets dont on voit bien qu'ils sont les victimes particulières de cette complexité. Exemple, les projets d'éoliennes qui voient se superposer la législation des permis de construire et des installations classées. Donc, certains projets prennent plusieurs années pour aboutir. Un autre exemple très frappant, c'est celui de la construction de digues sur le littoral de Poitou-Charentes et des Pays de Loire pour éviter de nouvelles inondations comme celles qui ont suivi celle de la tempête Xynthia. Donc on sait que ces travaux sont importants et urgents, les budgets sont là, mais les collectivités et les administrations n'arrivent pas à conduire les procédures en temps utile pour mener ces travaux. Alors ces priorités, on sait qu'elles portent essentiellement sur la combinaison entre législation de l'urbanisme, de l'environnement et du patrimoine. Ce qui conduit à envisager, ce n'est pas encore mis en œuvre, mais c'est une orientation qui est importante et sur laquelle on va travailler, des regroupements ou des fusions de procédures. Puisque, comme le disait Monsieur Tedjen, Maître Tedjen, lorsqu'il parlait des lois de procédure, je pense qu'il parlait des lois de procédure contentieuses, mais on doit étendre, je pense, le raisonnement aux lois de procédure en général. On peut bien entendu simplifier la procédure tout en maintenant la protection de droit, tout en maintenant les règles de fond. Donc c'est ce à quoi nous allons nous attaquer. Autre idée, celle qu'il faut procéder à des simplifications de rupture, c'est-à-dire qu'il faut éviter de multiplier les petites mesures qui ne changent pas la donne et qui contribuent à l'instabilité du droit, car les entreprises comme les collectivités ont besoin de stabilité pour pouvoir conduire des projets, et l'instabilité dans la complexité serait la pire des choses. Et donc, cibler à la fois ce que j'ai appelé les nœuds de complexité, mais aussi les simplifications à fort impact. Une idée qui a été évoquée donc, par Céline Kaufmann, c'est le fait de s'intéresser à la simplification du flux et du stock en même temps. Donc le flux, les nouveaux textes, et le stock, le droit existant. Alors c'est bien important, c'est très important de tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que d'un côté, on simplifie le droit en vigueur, donc d'une certaine manière, on vide la baignoire, et de l'autre, on la remplit sans cesse avec des nouveaux projets de texte qui réintroduisent de la complexité. Donc c'est le rôle que joue le secrétariat général du gouvernement, mais il le joue conjointement avec la commission consultative d'évaluation des normes, qui est saisie sur tous les projets de texte réglementaires applicables aux collectivités territoriales. Un exemple de ce travail collaboratif sur les projets de texte nouveaux, lors de la transposition de la directive sur la performance énergétique des bâtiments neufs. La Commission avait invité le ministère à alléger ce texte. Et donc nous avons travaillé avec l'administration et nous nous sommes aperçus que ce texte allait au-delà des exigences de la directive, ce qu'on appelle la surtransposition, c'est-à-dire un texte de droit national qui impose des normes plus strictes que ce que la directive impose. Et il est apparu possible d'exempter les petits bâtiments de moins de 50 mètres carrés, d'où modification. Idée importante également évoquée par Céline Kaufmann, c'est le fait de simplifier pour les utilisateurs et avec les utilisateurs. Donc la politique actuelle, elle comporte une orientation essentielle, c'est celle d'associer de manière permanente les usagers aux mesures les concernant, c'est-à-dire les collectivités, les entreprises, le grand public. Alors, un des points, c'est de systématiser la concertation avec les associations représentant les élus à toutes les mesures le concernant lors de l'élaboration des projets de texte. De même, un rapport a été établi par la mission de lutte contre l'inflation normative, conduite par Alain Lambert et Jean-Claude Boulard. Et ceux-ci ont établi leur rapport en consultant largement les collectivités territoriales, de manière à nourrir un programme de simplification du droit. De la même manière encore, le Premier ministre a demandé aux ministres de conduire des programmes de simplification en retenant une démarche participative, c'est-à-dire en associant le public à la définition de ces programmes. Et pour finir, l'idée qui a été également évoquée par l'OCDE, c'est celle de l'évaluation des impacts, c'est-à-dire du bilan coût-bénéfice des textes législatifs et réglementaires. Alors je crois que le contexte actuel pousse très largement à ce que cette idée arrive à prévaloir désormais en France, parce que ce contexte permet la prise de conscience de ce que faire un texte de loi ou un décret n'est pas une mesure neutre sur le plan budgétaire et pour les acteurs économiques.
Au contraire, quand on crée des formalités administratives ou des obligations de mise en conformité avec la réglementation nouvelle, en fait, on procède à des transferts de charges ou voire à de véritables taxes à l'égard du secteur privé. Et cette idée, je crois qu'on ne l'apercevait pas totalement auparavant. On pensait que faire une loi ou un décret, c'était une mesure neutre sur le plan financier. Alors aujourd'hui, on entend encore parfois que évaluer les coûts d'une réglementation nouvelle, ce serait impossible ou ce serait de mauvais goût, parce qu'on remettrait en cause la part de la décision politique. Mais je ne crois pas qu'éclairer la décision politique avec des informations objectives soit en soi contestable. Donc, nous développons ces méthodes d'évaluation des impacts pour les nouveaux projets de textes de loi et de textes réglementaires. Et ces méthodes, sans être parfaitement appliquées par les administrations, se diffusent. Finalement, que faut-il faire? Il faut, je crois, changer de culture, c'est-à-dire sacrifier l'accessoire pour protéger l'essentiel. Un exemple qui est tiré du rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative. Les communes sont compétentes pour les ordures ménagères, mais la loi fixe la périodicité minimale pour le ramassage. Ne pourrait-on pas leur faire confiance pour déterminer la bonne périodicité? C'est un exemple de détail. Par contre, il n'est pas, je crois, dans les orientations actuelles de prôner la déréglementation tous azimuts. On doit donc alléger les procédures et les contraintes excessives, mais rendre la protection des droits la plus effective. Et c'est l'équilibre qui est notamment prôné par la ministre de l'Écologie et du Développement durable. Il n'y a en effet pas de contradiction entre la simplification et la protection. Si on allège les tâches inutiles et les vérifications sur dossier, on peut permettre aux services de se focaliser sur les contrôles a posteriori et les véritables enjeux. Cela rejoint, là encore, la question de la proportionnalité, c'est-à-dire de l'adéquation d'un dispositif aux objectifs poursuivis. C'est une grille de lecture que nous mettons en œuvre avec la commission consultative d'évaluation des normes et qui devrait se traduire prochainement dans les études d'impact des projets de loi.